La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Dimanche 23 juin 2019, bienvenue à tous. Avec nous, Abdoulaye Ndiaye, ingénieur consultant hydrocarbures, oil and gaz, et Farindao, ingénieur géologue, auteur du livre L'or noir du Sénégal, comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelques semaines, on ne parle que de ça. Pétrole et gaz au Sénégal. Partout, les gens posent le débat pour la transparence, dans la gestion de ces ressources naturelles du Sénégal. Aliou Sall a été cité comme étant quelqu'un qui a pu bénéficier du gaz et du pétrole sans que cela soit clarifié. L'État du Sénégal a ouvert une enquête judiciaire pour voir clair dans tout cela. Les manifestations se poursuivent pratiquement tous les vendredis pour demander la clarification de la gestion de ces ressources. Farindao, cette semaine, vous avez sorti un article pour demander une loi forte sur les conflits d'intérêts pouvant être liés à la parenté dans les ressources naturelles. Pourquoi cette loi? Bonjour Alassane, bonjour à M. Ndiaye, j'apprécie, qui est un grand frère, et bonjour à tous les auditeurs de iRadio qui nous écoutent. Alors, moi j'ai proposé cette loi dans la continuité de ce que j'avais proposé dans mon ouvrage, et il me semble que c'est important, d'abord en raison de l'historique qu'on a au niveau des ressources naturelles et de la famille en Afrique. On a vu qu'en Angola, la famille Dos Santos était au cœur des affaires de l'État, impliquée dans la collusion des conflits d'intérêts. Pareil en Guinée équatoriale avec les Obiangema, aussi au Congo avec les Sassou Nguesso. Et au Sénégal, pas seulement dans le domaine des ressources naturelles, mais de manière générale dans les marchés publics, etc. Nous avons un réel problème avec la parenté et notamment l'implication des familles de hauts dirigeants politiques ou de hauts dirigeants de l'administration qui bénéficient de marchés ou de contrats. Particulièrement par rapport à cette affaire, je pense que si ce n'était pas la présence de Aliou Sall, il n'y aurait pas eu autant d'écho. Et donc, négliger cela, résumer tout cela à une querelle entre opposition et pouvoir serait à mon avis une faute politique. C'est vraiment ma conviction. Et donc, je pense que nous devons absolument renforcer nos institutions, avoir des instances de contrôle qui sont plus indépendantes. Moi, je pense que l'IGE est une inspection générale d'État et pas une inspection générale de la présidence. Elle doit sortir de la présidence de la République. Le chef de l'État, même si son rôle n'est qu'honorifique, ne doit plus siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, il faut adopter une loi forte sur les conflits d'intérêts, dans lesquels on citerait la parenté comme étant un red flag, c'est-à-dire une condition éliminatoire. Et pendant ce temps, on pourra faire profiter à tous les Sénégalais sur toute la chaîne pétrolière, parce qu'il n'y a pas que l'octroi des contrats, il y a des centaines de millions de dollars de contrats à venir et de contrats de sous-traitance dans les services, etc. Et il ne faudrait pas que demain, le ministre des Finances puisse influer une décision sur un marché qui bénéficierait à son fils ou à sa femme. Donc pour moi, il faut élargir ça et justement, on va travailler avec des juristes, avec des avocats. J'ai déjà commencé à discuter avec des députés, des juristes, pour élaborer un projet de loi qui va aller au-delà de la parenté, mais qui va citer expressément la parenté. Comment faire justement pour mettre en place cette loi dans nos pays? En Afrique, un peu partout, on sait souvent la famille est toujours présente dans la gestion des affaires publiques et même politiques. Bonjour Alassane, merci pour cette invitation. Donc, je salue tous les auditeurs de ITV. Alors, cette question de l'implication d'Aliou Sall dans les contrats pétroliers, elle date pas de maintenant. Elle avait été déjà soulevée en 2016. Donc, effectivement, par le truchement donc de ce documentaire de BBC, qui a quand même une certaine audience internationale, cette question est revenue au devant de la scène, au point, j'allais dire, d'être l'essentiel de l'actualité actuellement au Sénégal, avec quelques remous sur le plan politique. Alors moi, je dirais que cette question, elle doit être perçue de manière beaucoup plus globale. On sait que historiquement, dans les pays qui sont dotés de ces ressources naturelles, en particulier le pétrole, il y a eu une relation dialectique entre l'exploitation de ces ressources et des conflits, qui peuvent être des conflits sociaux, des conflits politiques, parfois même des conflits interétatiques. Le Sénégal, probablement, n'y échappera pas.
Mais je ne conçois pas, en tout cas, moi, une relation, en tout cas, de malédiction entre ces ressources-là et un développement social, économique qu'on pourrait en tirer. Ma conception des choses, c'est qu'on aura plus de causes d'ordre de la bonne ou mauvaise gouvernance que une relation, j'allais dire, de cause à effet entre ces ressources-là et les conflits qui apparaissent. On peut avoir effectivement des corrélations. Donc c'est ce que mon frère Farid a dit tout à l'heure, avec qui je partage beaucoup d'autres espaces. L'intervention du frère du président, si le frère du président probablement n'était pas dans ce dossier-là, on n'en serait peut-être pas là. Donc même s'il n'y a pas de relation de cause à effet, il y a une relation de corrélation. Donc ça, il faut effectivement en tenir compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir déjà, pour le cas du Sénégal, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, à mon avis. Est-ce que nous sommes prêts, à l'heure actuelle, nous sommes prêts pour pouvoir gérer ces ressources-là de manière paisible et durable? Donc ça, c'est une vraie question, au vu en tout cas des différents événements qui sont en train de s'enchaîner depuis. Il est vrai que le processus, il est engagé. On ne peut plus l'arrêter. Dans le cas, par exemple, du développement du champ de Saint-Louis offshore profond, il est déjà engagé, les contrats sont signés. Mais je pense que pour la suite, il y a lieu de s'arrêter, de réfléchir sur l'ensemble du dispositif. Moi, à mon avis, ce problème d'implication de la famille, c'est un aspect du problème. Le problème, il est plus global. Il est plus global, ça peut être du clientélisme politique, ça peut être du point de vue d'un favoritisme qu'on peut amener parce qu'on a des relations personnelles, etc. Donc c'est un problème beaucoup plus global d'éthique et de bonne gouvernance. Donc je pense que c'est comme ça comment je le perçois. Et je pense qu'au Sénégal, on n'a pas un vide juridique sur cela. À mon avis, on n'a pas de vide juridique. Il y a des dispositifs qui existent, qui interdisent en tout cas ces conflits d'intérêts-là. Donc il s'agit de regarder cette question de manière beaucoup plus globale sur l'ensemble des aspects de la vie. Ça ne se limite pas simplement aux ressources naturelles. Ça se limite sur l'ensemble des autres questions, en tout cas qui mettent en jeu l'intérêt national. Donc cet intérêt national, en tout cas, doit être la priorité des priorités sur l'ensemble des actes qui sont posés. Donc, moi, je pense qu'il est nécessaire, au vu de ce qui est en train de se passer, de s'arrêter, de revoir l'ensemble de nos dispositifs. À savoir, le code pétrolier. C'est vrai que le code est passé à l'Assemblée nationale. Le décret d'application n'est pas sorti. Mais je pense qu'il y a des éléments de ce code-là qui est passé à l'Assemblée nationale qu'il faut revoir. Ça, c'est la première chose. Lesquels par exemple? La question de la fiscalité. Aujourd'hui, le débat, l'un des problèmes que le documentaire de la BBC a signé, donc, c'est les transactions qui ont eu lieu entre BP et Timis sur la cession du bloc, sur la cession des blocs. Dans le dispositif législatif sénégal, dans le code pétrolier actuel, c'est bien dit que dans la phase recherche-exploration, les cessions de blocs sont exonérées de toute fiscalité. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais aujourd'hui, depuis 2016, je pense qu'il faut revoir quand même C'était valable dans le code de 98 parce que le Sénégal n'avait aucun moyen... N'était pas pétrolier. Exactement. Maintenant, quand tu es pétrolier, la loi doit changer. Voilà. C'est pour cette raison le code pétrolier qui est en train enfin, qui a déjà été voté à l'Assemblée nationale, dont le décret d'application est attendu. C'est l'occasion, dans le décret d'application, peut-être de revoir cet aspect fiscal, qui est une des questions quand même qui se pose. On se pose la question de la régularité de l'accord entre BP et Timis. Même si le code de 98 le permet, je pense que c'est parfois difficile d'admettre qu'une transaction de cette nature-là puisse échapper à l'État. Voilà. Donc, je pense qu'il faut profiter de ce nouveau code pour revoir cette question fiscale. Il ne s'agit pas de fiscaliser le code pétrolier à outrance. Je pense qu'il faut être équilibré. Les compagnies qui arrivent ont besoin de rentabiliser leurs investissements. Nous avons intérêt également à tirer profit de manière durable. Exactement. Il faut que ça soit très... Mais évidemment, l'intérêt national doit être mis au devant. Donc voilà, moi, un peu, globalement, comment je perçois cette question-là. Donc il y a nécessité, en tout cas, ça ne s'arrête pas là. La mise en valeur de ces ressources, après, il faut les gérer. La question de la répartition de ces ressources-là, la question de la prise en compte des générations futures, la question des impacts environnementaux et sociaux, il ne faut pas qu'on l'oublie, socio-économiques, il ne faut pas qu'on l'oublie. Les activités de pêche, quel va être l'impact sur ces gens-là? Tout ça aura des impacts sur la vie de la nation. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur l'affaire Aliou Sall en pensant que le pétrole, c'est une affaire de Aliou Sall. Ça va bien au-delà. Et c'est une question beaucoup plus globale. Farid, est-ce que vous pensez que toutes ces questions-là ont été prises en compte dans la gestion justement de ces ressources-là, aussi bien pétrolières que minières? Écoutez, moi je pense que des efforts ont été faits
ces dernières années. Le fait de mettre en place un comité d'orientation stratégique, c'est-à-dire pour prendre des grandes décisions, de rassembler l'administration, les hauts corps de l'administration, les ministres, et maintenant de dire qu'on va l'ouvrir à la société civile et à l'opposition, même si cela a tardé. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis le départ, parce que prendre des orientations stratégiques qui engagent le pays sur 20, 25, 30 ans, mieux vaut le faire en ayant un consensus fort. Donc, avoir l'opposition et la société civile, maintenant nous allons voir comment ces corps seront intégrés au COS-Petrogaz, mais de manière générale, cette idée de COS-Petrogaz n'est pas mauvaise. Idrissa Seck l'avait proposé, Ousmane Sonko le reprenait dans son livre sur le pétrole, où il disait que justement il fallait que ce soit ouvert à la société civile et à l'opposition. Et moi aussi, c'est ce que je pense. Donc ça, c'est une bonne chose. Depuis 2013, on a adhéré à l'ITIE. L'ITIE permet de faire le rapprochement entre ce que les compagnies payent et ce que l'État perçoit réellement. Il y a la société civile qui est impliquée dans l'ITIE. Voilà, ce sont des choses qui sont positives. Maintenant, si malgré toutes ces choses-là, aujourd'hui, il y a encore ce climat de suspicion, je pense que on néglige beaucoup la portée symbolique de la présence de la famille d'un haut dirigeant politique dans les ressources naturelles. J'insiste, je pense que, même si, comme le dit M. Ndiaye, il y a des dispositifs sur les conflits d'intérêts, mais pour avoir vérifié dans le code minier, le code pétrolier, son décret d'application, la famille, la parenté n'est pas explicitement citée comme étant un drapeau rouge. Pour moi, il faut que l'on cite explicitement cela comme étant un drapeau rouge. Parce que la loi, tant qu'il n'y a pas prescription, elle permet de dire que cela et cela, c'est interdit et on ne peut pas le faire. Donc, c'est l'esprit de ça. Ce n'est pas pour mettre au pilori M. Aliou Sall. Moi, sa présence personnellement me gêne, je l'ai toujours dit. Petrotim n'avait pas les capacités techniques et financières, n'aurait pas dû être là. Le rapport de l'IGE qui est en circulation le dit aussi. Et donc, la justice fera son travail, mais l'idée, c'est de dire... Ne nous arrêtons pas seulement à ce cas-là et demain, nous allons dire « Ok, c'est le fils du ministre tel ou bien maintenant c'est le cousin du ministre tel. » On va recommencer tout le temps des affaires Aliou Sall, des affaires Mademba. Non, il nous faut, à mon avis, réussir à transformer notre indignation en des gains tangibles, notamment sur le plan de la loi, pour qu'on arrive à dépasser définitivement les cas de parenté et de manière plus générale, maintenant je suis d'accord, élargir ça à beaucoup d'autres problématiques. Sur la question environnementale, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. La pêche, c'est 600 000 à 700 000 emplois directs et indirects dans notre pays, à peu près 20% de notre PIB. Et donc, il nous faut absolument voir comment certains qui vont peut-être perdre des espaces de pêche autour de Saint-Louis, un peu plus loin, autour de Sangomar, Kayar et autres, quand on développera les gisements de Teranga et de Yaka gaziers. Donc, comment on va arriver à reformer ces gens-là au niveau des qualifications pour qu'ils puissent faire autre chose? Comment ils peuvent peut-être ajouter aller vers plus de valeur ajoutée dans la transformation des produits halieutiques? Et comment on arrive à donner des perspectives autres que seule la pêche. La pêche est un art qui est très noble, mais il faut ouvrir les perspectives, notamment pour leurs enfants, etc. Et la surveillance également au niveau des plateformes, et je pense notamment au rejet des eaux de production, parce que vous savez, quand vous produisez un gisement d'hydrocarbures, notamment un gisement pétrolier, même gazier, vous ressortez de l'eau qui contient des traces d'hydrocarbures, et cette eau-là est sursalée, et même plus salée que l'eau de mer. Et quand vous allez à un moment donné séparer vos hydrocarbures et de l'eau, et vous allez rejeter cette eau-là en mer. Il y a des spécifications. Je pense que les compagnies sont responsables, elles ne veulent pas de problème sur ce point-là, mais il faut que nous contrôlions tout à fait cela. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Absolument. Même si les compagnies sont des alliés du Sénégal, il faut être rigoureux. Au Nigeria, on a vu des compagnies, des multinationales qui polluaient l'environnement de manière tout à fait outrancière. Justement, sur ce point bien précis, est-ce que les Sénégalais sont assez formés pour être là sur les plateformes, pour savoir exactement combien de litres de pétrole ou bien combien de quantités de gaz ont été tirés exactement? Est-ce que ce que les compagnies tirent est conforme à des chiffres qu'ils donnent à l'État du Sénégal? Alors, éviter des fraudes, justement. Sur ce point, il y a deux choses. C'est arrivé au Nigeria que les compagnies ne disent pas les vrais volumes qui étaient produits. Et ça a été dénoncé. Et l'État du Nigeria a fait un redressement par rapport à cela, a mis des amendes très salées de plusieurs milliards de dollars à des compagnies comme Shell et Eni, pour ne pas les citer. Et vous avez au Sénégal, on a
dispositif du contrat de partage de production avec l'État qui signe avec un contractant où il y a Petrosen. Donc, a priori, nos ingénieurs sénégalais, géologues, foreurs, etc., qui sont à Petrosen seront sur les plateformes, sont déjà sur les plateformes, ils y vont, et ils vont pouvoir travailler dans le contractant. Mais comme ils sont dans le contractant, moi je pense qu'il nous faut aller vers un modèle comme celui de la Norvège, où nous avons une direction des hydrocarbures, ou en tout cas une organisation au sein de l'État qui est différente de Petrosen, qui est très forte d'un point de vue technique, et qui se charge de contrôler, qui considère quasiment Petrosen comme une société privée. Parce que Petrosen est partenaire des compagnies, et Petrosen, en même temps, joue le rôle de présence et de surveillant de l'État. Oui, mais c'est ce double rôle. C'est là-bas que les gens sont un peu inquiets. Mais on est d'accord. Les compagnies sont assez fortes, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que les agents qui sont chargés de contrôler ces compagnies-là ne peuvent pas subir quelque part, entre guillemets, une sorte de corruption? C'est pour cela qu'il nous faut aller vers des législations et vers une indépendance des corps de contrôle, vers des fonctionnaires de haut niveau que l'on forme. Pour certains, je sais qu'il y a un Institut national du pétrole et du gaz où il y a un directeur sénégalais qui était responsable de la formation dans un grand groupe à l'étranger, au Moyen-Orient, qui est très compétent. Ils font du bon travail pour former des jeunes, mais il y a également pléthore de compétences sénégalaises à l'étranger notamment, qui sont habituées à ça et qui, pour moi, qu'il faut rapatrier. Parce qu'il nous faut certes préparer l'avenir avec nos jeunes ingénieurs qui sortiront de l'Institut national du pétrole et du gaz, mais il y a dans cette période critique de lancement des projets et du début de la production, il y a un cap à donner et il y a un appel à compétences à faire, des Sénégalais à rapatrier de manière absolument urgente pour traiter ces questions. Oui. Monsieur Ndiaye, si on revient un peu au cœur du débat concernant le gaz et le pétrole, les chiffres ont été avancés de 10 000 milliards de dollars que Timis doit encaisser pendant 40 ans, et ça fait 6 000 milliards de francs CFA dont on parle. Oui. Des chiffres contestés par BP. Récemment, le président mauritanien a dit que c'est de affabulation. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que réellement, on a les moyens de savoir exactement ce que Timis a pu toucher dans la transaction avec BP? Oui, bon, il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect, c'est lié aux royalties en fait qui sont annoncées dans le documentaire de BBC de 10 milliards de dollars. Ça, on peut effectivement l'apprécier au regard du potentiel du champ GTA. Donc, d'après les prévisions de BP, qui est l'opérateur, dans la première année de production, il prévoit 2,5 millions de tonnes par an, 2,5 millions de tonnes de gaz naturel par an. Dans la deuxième année, il prévoit de passer à 5 millions de tonnes par an. Et dans la troisième année, 10 millions. Et après, je pense que ça va monter à 50% pour arriver à 30 millions de tonnes en 2030. Donc ça, ce sont les chiffres, les prévisions de production. Mais bien entendu, le géologue ne me démentira pas. Après, la réalité du terrain, c'est pas ce qu'on est en train de prévoir, c'est plutôt ce qui va se passer réellement quand ils seront effectivement dans la production. Donc la réalité du terrain peut faire qu'elle soit plus ou moins. Voilà, tout à fait. Alors, même ça, en regardant ces prévisions-là, je pense que les chiffres que BBC a avancés paraissent effectivement complètement, j'allais dire, fantaisistes. Mais ils les ont pris quelque part, ces chiffres, la BBC. Alors, bon, de toutes les façons, c'est une affaire qui est maintenant entre les mains de la justice. Est-ce que c'est ça qui a été signé entre BP et Timis Corporation? Je pense que la justice a les moyens de vérifier ces informations. Mais enfin, toujours est-il que si on revient à la loi, nous sommes victimes aussi de notre code de 1998, qui dit, sur ce genre de transactions, qui donne à l'État un certain nombre de pouvoirs, mais ces pouvoirs sont limités. C'est juste le pouvoir d'approbation de ces transactions-là. Est-ce que la loi permet à l'État... Est-ce qu'avec ces transactions-là, c'est la loi de 98 qui s'applique, ou bien c'est le nouveau code? Non, mais aujourd'hui, jusqu'au moment où on parle, c'est la loi de 98 qui s'applique. Le nouveau code n'est pas en vigueur. Il n'y a pas de décret d'approbation de ce code. Le nouveau code, officiellement, il n'existe pas. Les gens en ont parlé, c'est voté par l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas encore de décret d'approbation qui va probablement... changer les choses. Certainement. Et on l'espère d'ailleurs, on l'espère très certainement, en tout cas sur cet aspect fiscal. Encore une fois de plus, alors pour répondre à votre deuxième question, est-ce que Timis Corporation a touché de l'argent? Parce que dans le documentaire, on parle de deux choses. On parle de l'argent frais touché dans la transaction, on parle de royalties futures. Moi, je n'ai pas les moyens de vérifier, en tout cas,
si c'est effectivement il y a eu de mouvement d'argent ou pas. Mais par contre, ce que moi je peux dire, je reviens toujours aux fondamentaux, c'est-à-dire il faut que nous revoyons aujourd'hui, dans le contexte actuel du Sénégal, notre relation par rapport à ces compagnies-là. Il faut qu'on revoie l'ensemble des dispositifs pour nous permettre encore une fois de plus de mettre en avant notre intérêt national. Nous avons un certain nombre de mécanismes qui sont possibles. Parce que si on regarde les revenus, le plus gros des dépenses, c'est ce qui va dans les dépenses d'investissement et de développement, ce qu'ils appellent le cost oil. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, ils sont absents sur ce segment-là. Et on parle de contenu local. Et les millions de dollars dont on parle, ou les milliards de dollars dont on parle, c'est justement dans cette phase-là que cet argent est dépensé. Donc les Sénégalais, nous n'avons aucun moyen. Les Sénégalais ne sont pas dans l'investissement. Mais oui, comment justement les mettre dans l'investissement? Ben oui, c'est ça, c'est cette préparation qui nous manque. Et aujourd'hui, nous allons payer effectivement. Est-ce que les Sénégalais ont les moyens d'investir aussi? Il y a des initiatives qui sont prises au niveau du patronat. Il y a des Sénégalais qui ont qui prennent des initiatives, beaucoup de volonté. Mais aujourd'hui, il manque le cadre légal. Parce que la loi sur le contenu local, encore une fois de plus, elle n'est pas encore officialisée. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été discutés également au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on attend toujours effectivement la promulgation de cette loi pour savoir quels sont les mécanismes qu'il prévoit. Mais en tout état de cause, je pense que cette loi doit mettre en avant la préférence nationale, à savoir obliger les compagnies, parce que les métiers de l'industrie pétrolière s'apprennent, on les invente pas, ça s'apprend. Donc il faut effectivement passer par cet apprentissage-là, et pour faire cet apprentissage, il faut être accompagné par les compagnies. Il faut que la loi impose aux compagnies de pouvoir accompagner les entreprises sénégalaises dans le cadre de bases logistiques, d'un certain nombre de dispositifs organisés, pour que les gens puissent s'insérer dans cette industrie et capter la valeur ajoutée, parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Et c'est plus que les montants qu'on est en train de nous discuter, nous, entre nous. Ces montants-là sont beaucoup plus élevés. Et moi, à mon avis, les vrais enjeux, c'est à ce niveau-là. Donc, si je vous comprends bien, si le Sénégal ne met pas en place une loi pour aider les entreprises locales à être sur la chaîne de valeur ajoutée, on va perdre beaucoup plus d'argent que ce qu'on dit en ce moment. Et oui, et ça, on ne débat pas de ça. On est en train de débattre de questions qui sont en tout cas, à mon avis, moins importantes que ces enjeux-là. Parce que là, on est sur des échelles de 30 ans. Parce qu'il fallait parler tantôt d'aller chercher les compétences sénégalaises qui sont à l'extérieur, qui sont dans ces industries-là, qui connaissent bien, que l'État doit les intéresser pour que dans cette période cruciale-là, que ces compétences sénégalaises puissent venir travailler pour éviter qu'on nous berne, entre guillemets. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que bon, il y a déjà des organisations qui sont mises en place. Il a parlé du COS-Pétrogaz. Je sais que le ministère du Pétrole et des Énergies est en train de monter ses compétences en puissance pour pouvoir justement permettre à l'État d'avoir les ressources. Alors, ça ne s'arrête pas à ces ministères-là, c'est valable pour le ministère de l'Environnement. On a parlé des impacts environnementaux. C'est valable pour le ministère de l'économie et des finances, tous les aspects douaniers, de contrôle. C'est valable pour tout ce qui est métrologie sur le site. Donc, il y a une organisation, il y a des compétences à préparer. Bon, je sais qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être lancées, d'être mises en place. Mais tout ça va prendre du temps. Il faut les former, ces gens-là. Il faut qu'ils aient l'expérience sur le terrain. Il faut qu'ils soient aguerris pour pouvoir, en tout cas valablement, défendre les intérêts du Sénégal. Bon, donc ça demande un temps. Et bon, je pense que le Sénégal gagnerait à en tout cas aborder cette question des ressources pétrolières et gazières de manière beaucoup plus sereine et j'allais de manière beaucoup plus consensuelle. Oui, il y a aussi un autre aspect qui a été développé par nos confrères de la BBC. Ils ont parlé d'un versement ajustant qui appartiendrait à Aliou Sall de 250 millions. Aliou Sall a démenti cette information. 1000 $. Aliou Sall a démenti cette information-là. Mais elle a cassé le conseil en communication du président sur TV5 a dit qu'il a cette information-là, que cet argent a été versé dans le cadre d'un projet agricole. Qu'est-ce qu'on comprend? Alors, avant de répondre à cette question, je vais rapidement revenir sur cette question des royalties et des 10 milliards de dollars. Je me suis récemment exprimé là-dessus. Je pense, comme M. Ndiaye, que ce chiffre est trop important parce que même si on ne prend pas seulement en considération le projet GTA qui a été découvert dans le bloc de Saint-Louis offshore profond, mais qu'on prend même en compte les réserves de Teranga et de Yakar qui sont à peu près du même volume que GTA, donc environ 15-20 billions de pieds cubes de gaz, donc c'est une unité de volume, donc qui sont à peu près équivalentes. Même si on prend cela en compte,
et qu'on connaît les parts que l'État du Sénégal, par exemple, aura, qui sont à peu près de 14 milliards de dollars pour GTA sur 30 ans, et qu'on multiplie par 2, ça fait environ 28 milliards de dollars de revenus pour l'État, et qu'on sait que l'État est majoritaire par rapport aux compagnies, c'est ce que disent les contrats, ce n'est pas une opinion, tous les contrats peuvent être lus sur le site de l'ITIE. L'État aura à peu près 55%, 60%, les compagnies donc auront 45%, 40%. Donc si vous faites 40% de 28 milliards, vous retrouvez autour de 20 milliards. 20 milliards pour les compagnies au total. Si Cosmos prend sa part de 30% sur ces 20 milliards, vous vous retrouvez avec peut-être BP à qui il reste 12-13 milliards. Comment BP peut, sur ces 12-13 milliards, payer 10 milliards seulement à Timis? C'est juste ça, en fait. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce que nous disons, c'est la religion. Nous restons des scientifiques. Donc, nous sommes ouverts à tout type de réflexion. Les documents que la BBC a apportés sont ce qu'ils sont. Sur ce point-là, moi, je reste sceptique, comme je l'ai dit. En revanche, il y a, comme vous dites, cette question des 250 millions qui ont été payés effectivement à Timis, ce qui correspond à peu près à ce qui a été payé quelques mois auparavant à Cosmos, à qui aussi BP avait racheté 30% de ses parts. Donc ça me semble cohérent. Il faut voir si ça a été fiscalisé ou pas. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça a été retranscrit dans une loi de finances rectificative? On a effectivement encaissé cet argent au niveau du Trésor pour la taxe sur les plus-values. Ça doit être le cas, en principe. Et dernière chose dont vous parlez, et donc je réponds, sur le versement à Agritrans. Moi, je ne peux pas dire si Agritrans a touché de l'argent ou pas. Je n'ai pas accès au livre de compte d'Agritrans, tout simplement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas au chargé de communication de la présidence de la République, parce que la République, elle appartient à tous les Sénégalais, de défendre un individu, un privé, fût-il le frère du chef de l'État, pour dire il a touché dans tel cadre ou pas. Au moment des faits, Aliou Sall était le représentant local de cette compagnie, de cette entité, Petrotim, et Aliou Sall, s'il a touché 250 000 $, l'a touché dans un cadre entre privés. Pourquoi toute la République se met en branle pour défendre ou pour justifier de l'argent qui a été touché par le frère du président? Il est dans le cadre privé, il a des avocats, ses avocats peuvent le défendre. Pour moi, cette sortie de M. Kassé était malheureuse. Ce n'est pas à l'État de le défendre. M. Aliou Sall peut se défendre tout seul et il devra se défendre devant la justice. Si jamais il a touché cet argent pour influer sur la décision du chef de l'État de signer un décret, voilà, il devra être sanctionné selon toute la rigueur de la loi. Si ce n'est pas le cas, écoutez, il pourra porter plainte contre ceux qui ont terni son honneur. La justice le dira, mais en tout cas, ce n'est pas, à mon avis, à la République de défendre les frères des hauts dirigeants politiques. Et c'est pour ça que j'insiste, la parenté doit être exclue des affaires de l'État. Si on ne le fait pas, nous allons nous retrouver à nouveau dans le cas où on a eu quelqu'un comme Karim Wade, qui aujourd'hui a été en prison. Hier, il y avait d'autres personnes. Et ça continuera ad vitam aeternam. Il nous faut absolument légiférer. Vous dans votre article des situations comme ça aux États-Unis, où il y a, dans certains cas, cette loi-là est mise en œuvre. Absolument. Pour éviter qu'il y ait des rapprochements familiaux dans la gestion du pays. Il y a des dispositifs aux États-Unis, donc un document qui est récapitulatif, qui s'appelle Ethics, Procurement and Integrity, qui dit que lorsque vous êtes un responsable fédéral ou représentant du gouvernement et que vous devez allouer des marchés donc à des entreprises privées, ou en tout cas vous faites partie du processus de décision, votre famille ne peut pas avoir accès à ces marchés-là, même en tant que privé. Donc, et on cite la famille. Et la famille, d'un point de vue juridique, est définie. Il y a les membres de famille de premier degré, de deuxième degré. Et pour moi, au Sénégal, vu qu'on a une sociologie qui est assez plastique, il nous faut, à mon avis, aller jusqu'aux membres de famille de deuxième degré, donc même jusqu'aux époux des conjoints. Ça a peut-être l'air un peu injuste, mais pour quelques cas de bonne foi, des gens qui ne sont pas corrompus, parce qu'il n'y a pas que des gens corrompus, il y a des gens bien partout. Pour quelques cas de bonne foi qui sont écartés et donc qui seront lésés, des gens des familles des hauts dirigeants, combien de cas historiquement en Afrique ont prouvé que l'immixtion de la famille dans les affaires publiques a été problématique? C'est ça le problème, en fait. Donc, pour moi, il faut aller vers ça. Mais pour revenir sur le sujet Agritrans, ça, je ne sais pas. On verra ce qu'en diront les investigations de la justice. Ce qui est sûr, c'est que c'était incongru et maladroit à la République de
justifier les virements chez un privé. Un privé, il se défend tout seul, il n'a pas besoin de la République. La loi que propose sur la parenté dans la gestion de ressources naturelles que Fari propose aux Sénégalais, c'est une peut-être première en Afrique. Et certains disent que si on applique cette loi-là aussi, c'est une discrimination vis-à-vis de ceux qui sont apparentés à ceux qui gèrent le pouvoir. C'est une rupture de la légalité des citoyens devant la République. Tout à fait. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir un peu sur la communication du gouvernement par rapport à ce problème-là, pour donner mon avis là-dessus. Effectivement, je pense qu'au vu du développement de cette affaire-là, il y a une crise qui s'est installée, il faut le reconnaître. Même si elle n'est pas une crise au sens, j'allais dire, propre du terme, où les fondamentaux même du fonctionnement de l'État sont remis en cause, mais il y a une crise médiatique. N'oublions pas que la tonalité de l'élément lancé par BBC, au-delà de Aliou Sall, a aussi attaqué le gouvernement. Donc, je crois que ça me paraît tout à fait logique qu'au départ, vous avez remarqué qu'il y a eu des dissonances dans l'appréciation même. Le ministre de la Justice avait dit dans un premier temps que c'est une affaire de privé. Après, on a vu le président qui est monté au créneau qui a dit que c'est une affaire du gouvernement. Je pense que c'est, au point de vue de la nature de la crise, et effectivement des développements qu'elle pourrait prendre, je ne suis pas étonné que la communication sur cette affaire, en tout cas la prise en compte de l'affaire soit à ce niveau-là. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est la façon même dont cette affaire-là, elle a été construite, elle a été élaborée, qui a effectivement, volontairement ou involontairement, créé cette liaison, en tout cas entre Aliou Sall et les décisions qui ont été prises au plus haut niveau de l'État. Donc ça, c'est mon appréciation. Maintenant, la réalité, c'est que c'est probablement il y a une communication qui n'a pas bien fonctionné. On voit bien les dissonances, en tout cas les divergences sur l'appréciation, sur les déclarations. Et ça, c'est quand même regrettable. Il faut bien le reconnaître. Par rapport à la loi, oui, je suis d'accord sur le principe. C'est-à-dire l'idée maîtresse, moi je suis d'accord. Mais encore une fois de plus, il faut aller au-delà. Il faut regarder le problème globalement. Le cas familial est une question de conflit d'intérêts dans un problème qui est beaucoup plus global. Exactement. Donc il ne faut pas effectivement qu'on particularise le cas d'Alioune au point d'en faire une loi. On risque probablement de laisser de côté beaucoup d'autres problèmes qui sont liés au conflit d'intérêts. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas besoin de citer. Oui, il y a des ministres qui créent des sociétés, qui donnent leurs femmes, qui travaillent pour gagner les marchés dans les ministères, de papier, de machin. Les petits frères de ministres qui a une société à côté, qui peut s'occuper de lavage des voitures du ministère, parce que les marchés qu'on donne. Tout ça, il y a des problèmes. Voilà. Mais il faut reconnaître, il faut avoir le courage de reconnaître, il faut en tirer les conséquences. Il y a eu des problèmes c'est pas nouveau au Sénégal. Est-ce que ça va se répéter? Il faut effectivement avoir le courage de pointer le doigt et d'en tirer les conséquences. Je pense que il faut reconnaître aussi que c'est dans l'intérêt du pays. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le président, il n'est pas à l'aise. Je prends la responsabilité de le dire parce que je pense que cette affaire est en train un peu de polluer. Je pense j'allais dire, je ne peux pas dire que... Le dialogue politique. Voilà, je ne peux pas parler de mais comment matérialiser cette loi au Sénégal où, comme Fari l'a dit, la famille ici, elle est élastique, elle est sociologique, même votre voisin qui est avec vous pendant des années devient votre parent, comment on va gérer cette question-là? Oui, parce que justement, parce que je ne voulais pas un peu rentrer dans les détails de cette notion les de famille. Cousins, parce les que d'abord, cousines, vous avez le premier problème que vous allez avoir en Afrique, c'est comment circonscrire cette notion familiale. Déjà ça, c'est la première grosse question à laquelle vous allez être confronté. Bon, on peut toujours dire, ok, la famille proche, on sait bien comment on la définit, n'est-ce pas? Mais enfin, je pense que je suis d'accord qu'il y ait une réforme, une loi, une réforme dans ce domaine-là pour effectivement promouvoir des règles d'éthique et de bonne gouvernance dans effectivement la gestion des affaires de l'État d'une manière globale. C'est valable pour les ressources naturelles, mais c'est valable ailleurs pour les infrastructures, les marchés, etc. Voilà. Je souhaiterais embrayer sur ça pour effectivement dire que oui, il nous faut élargir les cas de conflit d'intérêts et ne pas se limiter à la parenté parce que sinon ça pourrait avoir l'air d'une vente d'État envers la personne de M. Aliou Sall et de son frère, le chef de l'État. Ce n'est pas tant ça, à mon avis, comme l'ont dit beaucoup de gens, il faut aller au-delà et effectivement, nous avons des juristes, des avocats spécialisés, des constitutionnalistes, des députés. Et donc, l'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, moi, je lance un appel
pour que nous puissions arriver à élaborer avec ces personnes d'expérience qui connaissent le droit une définition plus large des conflits d'intérêts et surtout que ça ne s'arrête pas là. Je voulais juste rajouter pour le mot de la fin, dire que cette initiative de loi sur les conflits d'intérêts, de manière générale et en particulier peut-être ceux liés à la parenté, donc a une pétition qui est en ligne, donc qui est disponible sur les réseaux sociaux. Et donc j'invite les Sénégalais que ça intéresse, ou de tous bords politiques, parce que c'est une loi d'intérêt général, à pouvoir appuyer cette pétition, la relayer, pour que nous puissions aller présenter à tous les députés de la majorité, au président de l'Assemblée nationale, au chef du gouvernement, à tout le monde, pour leur dire que voilà ce que nous voulons faire pour aller au-delà, dépasser ces cas-là et nous concentrer sur d'autres questions, comme le dit M. Ndiaye, qui ne sont pas moins importantes. Voilà, Farindao, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes ingénieur géologue, auteur du livre L'or noir du Sénégal, comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal. Merci aussi à Abdoulaye Ndiaye, qui est ingénieur, consultant en hydrocarbures, oil and gaz. À la technique, Aliou Ndiassé, au micro Alassane Sambo Diop, à la caméra Mafal Fall. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Vous pouvez suivre cette émission sur ITV et ensuite sur notre site www.emedia.sn. Merci et un bon dimanche. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.